Parlons didactique. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une action didactique? Selon Gérard Sansévi, une action didactique, c'est ce que les individus font dans des lieux, c'est-à-dire des institutions, où l'on enseigne et où l'on apprend. La didactique renvoie à ce qui se passe quand quelqu'un enseigne quelque chose à quelqu'un d'autre. Une action didactique est nécessairement conjointe. En effet, le terme enseigner demande le terme apprendre, et le terme apprendre demande le terme enseigner. Donc on peut apprendre quelque chose sans être enseigné. Il existe des moments où quelqu'un enseigne sans que personne n'apprenne rien. Revenons sur l'institution didactique. Elle se caractérise par le fait principal qu'on y enseigne à des personnes qui sont censées apprendre. Quant à l'action conjointe en didactique, elle est à considérer comme conjointe, c'est-à-dire fondée sur une communication dans la durée entre le professeur et les apprenants. Ça, c'est assez important, c'est cette idée de communication qui fonde l'action conjointe dans une durée entre le professeur et les apprenants. C'est donc une relation qui actualise l'action et qui est actualisée en retour par cette action même. Cette relation est centrée sur un objet bien précis, le savoir qui doit être transmis. Je dis bien le savoir qui doit être transmis. C'est bien l'objet de la relation didactique. Donc, l'action didactique est une action conjointe, produite en général dans la durée, au sein d'une relation ternaire entre le savoir, le professeur et les apprenants, qui peuvent être donc des élèves ou des adultes en formation continue. Cette action est conjointe, c'est-à-dire qu'elle est organiquement coopérative. Gérard Sansévi écrit que l'on considère n'importe quel acte didactique et l'on constatera que dans chaque action du professeur, l'élève trouve une place, même minime, et que la même chose peut se dire de chaque action de l'élève. Cette coopération est donc un descripteur que Gérard Sansévi nous appelle la topogénèse, c'est-à-dire le système de rôle, de place que chacun des co-acteurs, qui sont les élèves et le formateur-professeur, prennent dans la relation didactique. Ce sont les rôles et les places en lien avec une analyse épistémique, c'est-à-dire qui est nécessairement en lien avec une analyse des savoirs en jeu. L'action didactique est coopérative, elle est donc organiquement coopérative et par définition, c'est une communication. Il s'agit donc par essence d'une action dialogique. L'action didactique suppose la coopération propre à la communication. Pour communiquer, il est nécessaire de coopérer, car l'acte de communication suppose du dialogisme. L'action didactique est une action dialogique dont les interactions peuvent être considérées comme des interactions autour d'un objet de savoir. Considérer les interactions didactiques comme des transactions, c'est avant tout penser le dialogue dans ses deux dimensions interactionnelles et transactionnelles. Dialoguer est une interaction langagière qui résulte d'une coopération conjointe entre des interlocuteurs qui interagissent. Les actions de l'élève et les actions du professeur sont liées par un média, un intermédiaire qui est la communication, la relation de communication. Il s'agit donc d'un acte social, au sens de Quéré, qui est social dans la mesure où il est distribué sur plusieurs individus et requiert leur coopération. Chacun effectue sa part de l'acte d'ensemble et l'un ne peut agir sans que l'autre le fasse. Cette interaction est tributaire de finalités donc transactionnelles et intersubjectives. On parle pour agir, on parle pour transformer la réalité,
Les interlocuteurs se reconnaissent mutuellement comme locuteurs aux prises avec une situation partagée qui est donc une situation didactique. À toute action didactique du professeur ou de l'élève correspond une réponse du professeur ou de l'élève, ce qui signifie le préfixe trans de transaction. Tel élève a fait ceci, mais faisant ceci, il a accompli sa part d'une transaction dans laquelle le professeur était impliqué. Dans cette perspective, les savoirs qui sont les contenus de la relation enseignant-élève ou apprenant et objet de la communication constituent des objets transactionnels, c'est-à-dire qu'ils vont prendre forme dans un espace transactionnel. On peut se poser les questions, qu'est-ce que chacun fait avec les savoirs? Quelle part d'action de chacun s'entrevoit dans ces transactions? Prenons un exemple, tout simplement l'exercice le plus emblématique de l'école qui est la dictée. Le professeur agit en tenant compte de l'action de l'élève. Le professeur dicte au fur et à mesure que l'élève écrit ce qui lui est dicté. Il existe une forte réciprocité des actions de l'un et de l'autre, rendue strictement nécessaire par la nature même de la tâche scolaire. On ne peut comprendre l'action du professeur et des élèves que référer à la transaction que constitue la production collective de la dictée. L'idée de transaction spécifie bien la réalité des interactions de la classe. Elle permet de penser les activités conjointes dans le dialogue et la coopération qui s'instaure. La transaction de la dictée de phrases, du professeur à l'élève, qui les écrit, peut s'effectuer de diverses manières. La part de l'action de chacun peut s'imaginer selon des scénarios très différents. Dans sa part d'action didactique, le professeur prend-il à sa charge de dicter les liaisons ou non? Selon le choix effectué par l'enseignant, la nature de la transaction autour de l'objet dicté et sa voie orthographique diffère. Le partage transactionnel n'est pas alors le même. L'élève qui produit et écrit le pluriel des noms, par exemple, n'est pas dans la même posture que celui qui doit reconnaître dans une liaison l'indice du pluriel. Ainsi, les gestes d'étude sont très différents, la charge cognitive aussi, et sont la réponse des gestes nés d'un choix didactique du professeur. On voit ainsi que ce sont les savoirs qui produisent le rapport au problème qu'ils rencontrent dans une situation qu'ils partagent, nous dit Gérard Sansevy. Les savoirs configurent les transactions, leur spécificité de contenu conduit à une transaction didactique tout autant spécifique. Il convient dès lors de situer le cadre dans lequel les transactions didactiques apparaissent pour les comprendre, c'est-à-dire l'environnement de l'action, le sens de la situation scolaire, le rapport des interlocuteurs, des coacteurs aux problèmes rencontrés dans la situation didactique partagée. La prise en compte situationnelle de la transaction dans un rapport sujet de l'action, environnement de l'action est essentielle. L'action de chaque sujet s'explique comme une coaction coordonnée au sein d'un système transactionnel entre les sujets et la situation. L'action situation didactique exige une intelligence de la situation de l'action, c'est-à-dire une description et une interprétation de ce qui constitue son environnement. Penser les transactions didactiques conduit à définir le concept de contrat didactique qui peut sembler leur donner une finalité. Rousseau définit le contrat didactique comme régissant les rapports de l'enseignant et de l'élève au sujet des projets, des objectifs, des décisions, des actions et des évaluations didactiques. Sansevy insiste sur le processus interprétatif que l'élève produit de la situation didactique et sur la rupture face à des normes dans la classe lorsque la nouveauté oblige à une redéfinition du contrat didactique habituel. Le contrat didactique peut se concevoir comme un système d'habitude qui engendre un système d'attente actualisé dans les transactions didactiques.
comme une situation didactique est par essence évolutive, mouvante, changeante, de par l'avancée des savoirs, ou l'avancée dans les savoirs, qui est caractéristique de l'activité d'enseignement-apprentissage, du coup, le système d'habitude est largement modifiable. Les normes ou habitudes de la situation didactique peuvent être redéfinies dans la dialectique de l'ancien et du nouveau, ce qui perturbe alors le système d'attente des élèves. Ainsi, des négociations peuvent être entamées avec de nouvelles formes transactionnelles. Un nouveau contrat se définit, il engage une autre configuration des transactions didactiques, une autre configuration de la coopération pour coopérer dans l'avancée de la construction de savoirs scolaires. La théorie de l'action conjointe en didactique fait appel à la notion du jeu. La notion du jeu, selon Gérard Sansevi, peut fournir un modèle pertinent pour souligner quelques aspects de l'activité humaine. Le modèle du jeu montre des aspects affectifs et pragmatiques de l'action. Quel est l'investissement dans le jeu? Quand et comment gagne-t-on? À ce modèle du jeu se souligne la coopération. Le jeu est fondamentalement coopératif, en plus d'être mobilisateur de ressources. Pour gagner au jeu, le joueur doit produire des stratégies gagnantes par lui-même. D'où l'importance de cette métaphore du jeu dans la TACD, théorie d'action didactique conjointe. La notion de jeu présente de vrais avantages pour appréhender la signification d'une situation didactique. Le jeu exige de jouer vraiment au jeu, de se prendre au jeu, ce qui est une condition de la dévolution, une appropriation de la situation scolaire. Le co-joueur doit cacher une partie de ce qu'il sait de manière à rendre le jeu énigmatique et motivant. Le jeu suppose la résolution d'une tâche, l'élucidation d'un problème, l'ouverture d'une réflexion ouverte sur le champ des possibles des réponses. Le jeu produit des énoncés dont le but est de faire au joueur, c'est-à-dire à l'apprenant. C'est l'engagement dans l'action qui est demandé. Il s'agit de produire des effets, une condition de l'enrôlement, pour reprendre un terme de Guy Brousseau. Gérard Sansevi écrit en 2007 qu'un jeu didactique régi dans la grammaire qui lui est propre par un contrat didactique suppose à la fois de la part des transactants un contexte cognitif commun et un ensemble propre à la situation actuelle, de possible et de nécessaire qui oriente l'action. Le milieu est aussi un paradigme de Brousseau que la TACD reprend à son compte. Pour produire des transactions, les joueurs de l'apprentissage ont besoin d'un background commun sur lequel ils vont coopérer. C'est en fait un contexte cognitif commun avec des significations communes dans la construction d'une commune référence. Cela étant, dans cette commune référence, l'élève confronté à un problème à résoudre ne pourra directement y trouver réponse. Il devra mobiliser de quoi produire une stratégie gagnante. Il devra mobiliser des ressources qui seront gagnantes. Le contexte cognitif est insuffisant pour résoudre le problème, mais les élèves pourront mobiliser un certain nombre de savoirs anciens présents dans leur contexte cognitif, en arrière-fond de l'action. Pour parvenir à la réussite, il faudra développer une nouvelle ressource en s'appuyant sur de l'ancien, de manière à réorganiser ces schèmes, comme dirait Gérard Vergniaud ou Piaget, et en construire éventuellement de nouveaux. Il convient de produire par adaptation des savoirs ou savoir-faire nouveaux. Mais comment fabriquer des milieux d'apprentissage qui seraient adéquats, qui seraient pertinents pour faire produire des savoirs nouveaux par adaptation? Telle est la question
que se pose tout formateur pendant son temps d'agencement didactique. Le milieu pose en lui-même un problème. Or, ce problème ne pourra se résoudre que s'ils agrandissent les pièces du puzzle en utilisant les propriétés de proportionnalité. Si on se trouve dans la situation, bien sûr, d'un apprentissage consistant à agrandir les pièces d'un puzzle. La connaissance proportionnalité, démontre Brousseau, fournira les moyens d'une stratégie gagnante. C'est bien parce qu'on a en grande partie les rétroactions du milieu, le fait que les pièces du puzzle ne coïncident pas, que seront réfutées les stratégies inopérantes et validées les bonnes stratégies. C'est donc le milieu qui résiste à la résolution du problème ou qui qui donne raison à des ressources nouvelles que les joueurs du jeu didactique peuvent produire par un jeu d'essai-erreur avant de pouvoir valider leur stratégie gagnante, leur découverte, leur astuce, leur savoir construit. La théorie de l'action conjointe en didactique appelle 4 catégories dans la construction du jeu d'apprentissage, qui sont des catégories descriptives de ce qui se passe dans une classe. Il y a d'abord la définition du jeu, c'est-à-dire la passation de la consigne de travail, la dévolution, c'est-à-dire le moment où les élèves vont s'approprier le problème, celui-ci va devenir un challenge, une envie de trouver la réponse. Il y a aussi la régulation comme troisième descripteur, où là, le professeur va essayer d'étayer, de conduire, de faire naviguer les élèves le mieux possible vers les solutions appropriées, tout en respectant une réticence didactique, c'est-à-dire qu'il faut laisser faire et ne pas être amené à donner des indices qui permettraient trop facilement de trouver une réponse. Et puis il y a l'institutionnalisation. Institutionnaliser, qui est un terme qui est repris à Guy Brousseau, c'est-à-dire c'est la reconnaissance du parcours établi et des savoirs émergents par lequel le professeur assure les élèves que leur activité leur a permis de retrouver des savoirs légitimes. C'est donc le temps de la légitimation des savoirs. La TACD, théorie de l'action conjointe en didactique, met aussi à jour un triplet fondamental qui est celui-ci, la mésogénèse, la topogénèse et la chronogénèse. Alors, j'ai déjà évoqué la topogénèse, qui est le partage des responsabilités dans les transactions didactiques. La mésogénèse, c'est la genèse, la construction du milieu pour apprendre, dont je dis quelques mots à l'instant. C'est l'endroit d'une transaction didactique qui présente cette particularité. Ce qui en constitue le contenu doit être redéfini régulièrement. Cette catégorie descriptive permet d'étudier comment le contenu de l'interaction en continu se trouve coélaboré par le professeur et les élèves. Pour qu'un jeu se déploie, il y a nécessité d'avoir création de contenu. C'est l'élaboration d'un système commun de signification entre le professeur et les élèves, un système dans lequel les transactions didactiques trouvent leur sens et qui est bien sûr évolutif. À cela s'ajoute la chronogénèse. Le contenu du savoir se modifie incessamment dans le jeu didactique sur l'axe du temps. Tout enseignement se conçoit comme une progression inscrite dans une temporalité. Donc, la temporalité influe, bien sûr, à la fois la mésogénèse et la topogénèse.
Pour simplifier ces analyseurs, on pourrait dire que la mésogénèse répond à la question comment, quoi, c'est-à-dire elle renvoie au contenu épistémique. La chronogénèse répond à la question comment, quand, c'est-à-dire les moments, les passages d'un contenu à une autre, d'une situation didactique à une autre. Et la topogénèse répond à la question comment, qui, c'est-à-dire comment le contenu épistémique de la transaction est effectivement réparti entre les transactants. Pour conclure, il se pose une question, comment le professeur fait jouer le jeu? Comment il agit dans la classe ou comment il agit dans le jeu? Et, au sens plus large, comment prépare-t-il le jeu d'apprentissage? On peut considérer le professeur effectivement comme un joueur, le joueur du jeu didactique. L'action du professeur est toujours adressée à un élève bien sûr. Cela nous renvoie finalement à une nouvelle conception du faire classe, à une épistémologie de l'action professorale qui, selon Gérard Sansevi, est très pratique. Elle est pratique car elle a des conséquences pratiques, elle est directement ou indirectement agissante dans le fonctionnement de la classe, elle est produite en grande partie par la pratique dans la confrontation aux causalités, les aptitudes de perception et d'action, elle est produite pour le pratique comme réponse générique aux multiples problèmes qu'elle révèle. Ça permet de se faire une idée claire de ce que va être la classe et de pouvoir lire une classe lorsqu'on l'observe. La description du jeu didactique in situ fait considérer les transactions didactiques comme produites au sein de jeux d'apprentissage. Les jeux d'apprentissage sont eux-mêmes caractérisables à l'aide de 3 systèmes de descripteurs. Faire jouer le jeu, c'est-à-dire faire classe, avec une activité professorale ou une activité de formation en situation. S'intéresser à la construction du jeu, c'est concevoir l'activité du professeur in situ comme actualisée au sein de tâches particulières. Comprendre le jeu, c'est comprendre les déterminations que sa construction produit sur le jeu lui-même. Il s'agit de reconstituer comment le professeur joue le jeu de construction du jeu d'apprentissage. Construire le jeu, quelle est la nature des tâches de préparation? Quel est le rapport effectif au savoir contenu dans les tâches? Quelle est l'analyse épistémique des tâches eu égard au savoir académique dont il est question? En dehors de l'activité directement intentionnelle, il existe des déterminants généraux de l'activité professorale qui bornent son action par des ensembles de contraintes et de ressources, ou qui sont le fruit de la théorie générale de la connaissance, en grande partie implicite, que ces conduites semblent révéler et qui semblent mieux être comprises ainsi. Donc, quels sont les déterminants du jeu? Pour conclure, nous avons une activité adressée à des apprenants et une épistémologie pratique qui est un ensemble de procédures pour faire classe, qui révèle donc un savoir-faire que l'on peut analyser en termes de jeu didactique au sein duquel se trouve un ensemble de jeux d'apprentissage entre définition du jeu, d'évolution, régulation, institutionnalisation du jeu d'apprentissage. Tout cela dans une grande trilogie ou un grand triptyque plutôt que forment la mésogénèse, la chronogénèse et la topogénèse. Cela donnant corps à l'apprentissage, cela donnant vie à l'apprentissage. Voilà, en 24 minutes chrono, les éléments fondamentaux de la théorie de l'action conjointe en didactique, TACT. Merci de votre attention.